nous accueillons Estelle. Bonjour Estelle, comment vas-tu? Bonjour, ça va super. Merci beaucoup de m'avoir proposé de venir faire ce BBL. Donc Estelle, elle est de Montpellier, si je ne me trompe pas. C'est ça. Elle travaille chez Pix, une start-up d'État. Ça fait quoi Pix? Pix, c'est un outil qui permet de tester les compétences du numérique, que vous soyez genre un expert ou un novice. On a des tests qui vont de la programmation à la recherche sur Internet et on permet aussi de se faire certifier et donc d'avoir un petit badge sur votre CV, un peu comme le TOEIC, pour valider votre niveau pour chercher du travail, par exemple. Voilà. Très bien. Et donc aujourd'hui, tu vas rejouer ta conférence Comment perdre sa surcharge ficturale. Et donc le micro est à toi Estelle. Merci beaucoup. Comme vous l'avez compris, mon talk n'est pas forcément technique. C'est pas sur un langage, c'est pas sur un framework. On va parler un petit peu de surcharge ficturale. Alors non plus, rien à voir avec un régime alimentaire particulier ou avec du sport. Je vais pas vous parler d'une nouvelle technique incroyable. On va parler vraiment fonctionnel et comment réduire cette charge fonctionnelle dans vos applicatifs. On a parlé de ce que je faisais chez Pix, donc je suis product owner là-bas depuis maintenant 4 ans. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sinon, je fais partie des Duchesses, donc un groupement pour promouvoir les femmes dans la tech. Et aussi, je suis co-organisatrice de Sonitech. Donc, comme nos amis d'FS Lille, on fait une conférence généraliste à Montpellier. Et je sais que c'est dans pas longtemps pour DFS Lille et nous, ça sera au mois de juin. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de comment se débarrasser de cette surcharge ficturale, j'avais envie de vous raconter une histoire. Et comme toutes les histoires, je vais débuter par le fameux « Il était une fois ». Une développeuse qui développait. Elle adorait ça, elle faisait ça dans son pro, dans son perso, elle passait même des fois des soirées à développer. Et ça lui arrivait dans son taf qu'on lui demande de rajouter des features, des fonctionnalités. Et parfois, on venait lui déranger sur son poste de travail en lui posant des questions du style « Oh, ben, ça serait pas mal de rajouter ça. Bien sûr, tout en respectant la deadline de demain. » Ou encore « Certains utilisateurs m'ont demandé si tu ne voulais pas rajouter ça. Hein? T'en penses quoi ?» Ou encore la fameuse question « Pour ce client-là, pour ce prospect que je viens de signer, il me faut cette feature. » OK. Ou encore des et pourquoi tu n'ajouterais pas une petite étoile bleue ici, hein? Ça serait très joli. Ou encore mon préféré, je trouve que le bouton, il est bien trop gros et il serait bien mieux en bleu. Vous savez, ce genre de retour très spécifique où on se demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne pour apporter ce commentaire-là. Et donc notre développeuse, elle ajouta, jusqu'à un beau jour où on lui a demandé la feature de trop. Vous savez, dans votre programme surgonflé, elle a essayé de se projeter pour essayer de déployer cette feature et elle n'a pas pu s'empêcher de paniquer. Elle a pensé à sa base de données, elle s'est dit « Waouh, elle est déjà énorme, elle grossit de manière exponentielle à chaque fois que je fais une feature, mais comment je vais faire pour caler cette nouvelle fonctionnalité ?» Elle est allée aussi voir le code et dans son code, elle a dit « Purée, ça va être super dur à maintenir. D'ailleurs, le front devient de plus en plus complexe à lire. » Et donc, notre développeuse allait voir son équipe, son chef de projet, et a demandé s'il n'y avait pas une idée par rapport à cette surcharge. Il lui a proposé une chose, c'est de faire du refacto et de la réécriture. En effet, c'est vrai que le refacto, c'est pour mieux structurer son code, améliorer la lecture et la maintenabilité. Bon, c'est ce qu'on fait parfois quand on dev. On s'est dit, bah, la développeuse a dit, bah, OK, je vais essayer de réécrire mon code. Elle a passé du temps, elle a couché son travail, et malgré ça, cette surcharge-là ne s'est pas évaporée. Le front est toujours dans un état catastrophique, on est d'accord, et ça n'a rien changé à la BDD, toujours aussi complexe. Du coup, notre dev alla revoir son chef de projet et elle lui dit « Mais écoute, j'ai tout réécrit, j'ai réécrit une bonne partie, voilà, mais ça n'a pas corrigé mon problème. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, le chef de projet a sorti le mot hype du moment, on va gérer la dette technique. Bah oui, bien sûr.
C'est le mot que tout le monde a à la bouche dans les équipes. Quand ça ne va pas, c'est forcément parce qu'il faut prendre du temps pour gérer sa dette technique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'équipe, avec la développeuse, on réfléchit. Pourquoi pas mettre un peu plus de clean archi? Peut-être pourquoi pas revoir un petit peu plus, mettre en place des tests automatisés, peut-être mettre en place des index dans la BDD pour que ça aille plus vite. OK. Ils ont fait plein de choses, plein de petites choses techniques. Et mince, malgré tout, cette complexité-là continuait de grandir. Malgré tout ce qu'ils avaient fait durant ces mois, la complexité était là. Donc, la développeuse a fait des recherches et s'est dit, c'est bizarre, ça vient d'où? Et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas qu'une complexité, mais bien plusieurs. Il y avait une complexité accidentelle, créée par le code qu'on a entassé depuis plusieurs années, celle que finalement notre développeuse essayait un petit peu de réduire. Il y a la complexité obligatoire qui est liée aux contraintes techniques du projet. J'ai besoin de faire du temps réel, donc je vais devoir mettre cette brique en place. Et il va y avoir aussi la complexité essentielle. Celle-là, elle n'est pas reliée au code, mais liée à la complexité du problème métier qu'on est en train de corriger. Si d'ailleurs vous souhaitez bien creuser ces notions de complexité, il y a un super article de Arnaud Lemaire sur son blog www.lilobase. Donc du coup, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller fouiner, je vous repartagerai l'article si vous souhaitez. Et donc, comme vous l'avez compris, notre développeuse, elle ne corrigeait pas la bonne complexité. Et c'est à ce moment-là, quand elle a fait ses recherches, qu'elle s'est rendue compte que malgré tout, pendant tout ce temps où elle a fait des corrections, elle n'a pas pris le temps de voir cette complexité essentielle qui augmentait exponentiellement. Elle alla chercher sur Internet pour se dire, écoutez, cette problématique, cette maladie, ça a bien un nom, c'est bien connu des développeurs et des équipes aussi projet. Et en fait, elle ne trouva pas grand-chose. Donc, elle s'est dit, bon, je vais faire ma propre définition, je vais appeler ça surcharge featurale. Ça, du coup, surcharge, c'est quoi? C'est une charge supplémentaire à la normale. Featurale, c'est une fonctionnalité qu'on essaie d'implémenter dans un site. OK. Donc, maintenant qu'on a notre nom sur cette problématique, elle décide à elle-même de trouver des solutions adaptées, vu qu'elle n'avait rien trouvé sur les internets. Du coup, première solution, elle s'est dit, OK, j'ai trop de features, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en supprimer. Allez, c'est parti, on supprime du code, on supprime des features. Bon, elle s'est dit, pas n'importe lesquelles. Je vais d'abord enlever les fonctionnalités qui ont voire zéro, voire très peu d'usage et qui sont très difficiles à maintenir. Vous savez, cette fonctionnalité qui est utilisée par un utilisateur tous les 36 du mois et pour lesquels on a grossi notre outil pour finalement peu de retours. Donc, elle a essayé de prendre ces features-là et d'en supprimer quelques-unes. Mais elle s'est vite rendue compte qu'ajouter des features, c'est assez rapide, mais pour les supprimer, c'est une autre paire de manches. Parce que souvent, on a des fonctionnalités qui sont tentaculaires, qui sont présentes dans toutes les couches de votre applicatif, que si on a un impact BDD, il va falloir aussi faire une migration, qu'on risque d'avoir des coupures de dispo dans notre outil, etc., etc. Et puis aussi, je vous laisse imaginer notre développeuse partager le fait qu'elle était super contente d'avoir supprimé des features pendant un codir, par exemple. C'est pas très vendeur. Genre, bonjour, messieurs, mesdames, je suis très heureuse de vous annoncer qu'aujourd'hui, depuis un mois, nous avons supprimé 4 fonctionnalités. Je pense que si on sort ça devant vos chefs, bon, on ne va pas avoir l'effet escompté en face. Après, vous le savez, je pense que vous le savez, ce mécanisme-là s'appuie sur des biais, des coûts irrécupérables. C'est-à-dire que on préfère éviter à tout prix de perdre quelque chose qu'on a réalisé. Donc c'est vrai que dans notre perception à nous, c'est très dur d'avoir perdu quelque chose. Donc forcément, on ne va pas aimer cette idée. Du coup, la développeuse, elle s'est dit, bon, écoutez, si je ne peux pas supprimer des features, si c'est compliqué à mettre en place, si en plus les gens ne veulent pas parce que je perds du temps, entre guillemets, ok, je vais arrêter là. C'est bon. Elle s'est dit, je suis résignée, j'arrête là. Elle s'est posé la question de qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Est-ce qu'il y a une autre solution que supprimer des features? Elle s'est dit, peut-être que je vais laisser mourir mon app. C'est-à-dire qu'on va la laisser mourir.
bien tranquillement, avec des utilisateurs qui décroît petit à petit, et on va en refaire une de notre côté, toute belle, toute propre, avec des nouveaux besoins. Et c'est ce qu'a fait l'application, je ne sais pas si vous connaissez l'outil Fogbuds. Buds, je vais y arriver. Il y a plusieurs années, ils avaient un produit qui gérait du ticketing, vous savez, de hotline, et ils ont décidé de le laisser mourir. Et Fogbuds, je ne sais pas si vous savez, ils ont créé un outil qu'on utilise beaucoup maintenant, qui est Trello. Et oui, c'était donc du coup l'ancêtre, on va dire, de Trello. Et ce qui a été intéressant quand ils ont laissé mourir leur app, c'est que pendant ce temps, ils ont refait des investigations de la conception par rapport à leurs utilisateurs et à leurs besoins actuels. Ils n'ont pas voulu récupérer les besoins qui ont créé Fogbugs, mais ils ont voulu revenir sur le marché avec une solution novatrice, ok, au niveau technique, mais aussi qui corresponde bien aux besoins actuels. Et c'est comme ça que Trello est apparu. Donc finalement, notre développeuse se dit la solution numéro 2, c'est pas mal. Je vais dire à mon chef de projet qu'on refait une appli et qu'on laisse plus ou moins mourir celle-ci. Et comme ça, j'aurai un nouveau projet à travailler. Voilà, super. Fin. Ça vous plaît, mon histoire? Je sais pas, mais finalement, cette morale de dire qu'ok, la vie est un cercle et que toutes les choses ont une fin et qu'on a un renouveau perpétuel et que voilà, on laisse mourir les applis, mais il y en a d'autres qui arrivent. Est-ce que ça vous plaît, cette morale? C'est beau, je trouve C'est ça beau? beau. Moi, au fond de moi, je vous avoue, ça me plaît pas. Non, pas beaucoup. Je me dis que faire mourir une application après juste 2-3 ans d'utilisation, imaginons, allez, un peu plus, poussons au vice, 5-6 ans d'utilisation, alors qu'elle apporte peut-être encore de la valeur aux utilisateurs, ça m'embête. Moi, j'ai envie de tout essayer. Moi, j'ai envie de secouer ces responsables, chefs et toute équipe là en disant, mais on peut faire un truc. C'est dommage de tout gâcher et de ne pas essayer des solutions qui permettraient un petit peu pourquoi pas, de restructurer une appli et de repenser et de supprimer cette surcharge. Et donc, vous l'avez compris, cette développeuse, c'était un peu moins que j'ai voulu vous partager. Et j'étais frustrée par rapport à ça parce que je ne savais pas comment me débrouiller dans mes applications. Et alors, j'ai eu une petite idée quand j'ai regardé le documentaire sur Arte qui s'appelle Hyperconnecté, le cerveau en surcharge. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, très intéressant, hein, by the way, le documentaire. Il nous dit qu'en gros, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, les consoles de jeux, les montres connectées, les balances connectées, les frigos connectés, tout ça fait qu'on est relié à un monde connecté en continu. Et que tous ces outils-là, ça va augmenter la productivité, augmenter notre travail, plein d'autres choses. Mais ça montre aussi que le trop-plein numérique, quand il envahit nos existences, forcément, ça va nous amener à diminuer nos capacités cognitives parce que ça va mettre notre cerveau en surcharge. C'est-à-dire qu'on va devoir gérer plein de choses parce que plein de notifications vont nous arriver de plein de manières différentes. Et donc, notre cerveau, à des moments, ne va pas pouvoir contenir tout ça. Et donc, c'est là où je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Est-ce que si notre cerveau est en surcharge et que notre application est aussi en surcharge, est-ce qu'on ne peut pas utiliser des méthodes qu'on applique sur les humains sur notre application? Pourquoi ne pas transposer ces outils-là? C'est donc là qu'est venu finalement ce talk et que j'ai essayé de faire des recherches accrues, vraiment, sur comment faire côté surcharge du cerveau. Il faut que j'aille voir des experts. Je me suis tournée du coup vers des documentations, bien sûr, extraordinairement bien conçues. Et dans ces documentations, alors je rigole, hein, j'ai beaucoup lu des articles, j'ai beaucoup lu aussi ce genre de magazine, j'ai aussi discuté avec des psychologues et j'ai essayé de trouver quelques étapes pour éviter que notre application rentre en surcharge. Comme finalement, nous, en tant qu'humains, on avait fait un burn-out, une dépression. Qu'est-ce qu'on nous conseillerait en tant qu'humains pour la régler? Et donc, vous allez voir, j'ai essayé de transposer ça. Première étape, première chose, on nous dit de partir d'une page blanche. C'est-à-dire que quand vous êtes en surcharge, il faut tout arrêter.
vous, l'application, dans ces cas-là, vous allez voir, je vais beaucoup transposer les deux. Vous allez tout arrêter et vous allez faire une liste de tout ce que vous avez dans votre vie aujourd'hui. Le travail, les engagements, les objectifs, les activités, les réunions, les relations, tout ça, tout ça. Et vous allez essayer de voir, voilà, tout ça, c'est ce qui occupe votre temps. Et vous allez essayer de voir comment simplifier et supprimer des éléments qui ne permettent pas d'accomplir votre objectif de vie. Parce qu'en fait, ce que nous disent les psychologues, c'est que quand on veut partir d'une page blanche, on va réécrire ce que l'on veut qui est en accord avec notre objectif de vie à nous, intrinsèquement. Et ça, pour mon application, je me suis dit, il faut repartir sur le pourquoi. C'est-à-dire que souvent, quand on crée une application, on essaie de se dire quel est le problème, quel est le but, enfin, quel est le problème que je veux corriger et quel est du coup l'objectif de notre application. C'est ce que dit Simon Sinek avec son Golden Circle, qui, ce cercle d'or, dit qu'en fait, ça fournit un cadre pour construire des produits qui ont du sens. Et donc, lui, il nous dit qu'il faut d'abord commencer par le pourquoi, c'est-à-dire déterminer pourquoi votre produit existe, quel est son objectif, quelle est sa mission. Ensuite, essayer d'avoir le comment, c'est ce qui permet à notre produit de se distinguer de la concurrence. Et le what, ça va nous déterminer le quoi, ça va nous déterminer quel va être le contenu, la forme du produit. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je me pose ces 3 questions et que je les applique à mon application. D'abord, savoir qu'est-ce qu'elle veut corriger, mon appli, comment elle se distingue des autres applications et qu'est-ce que je vais faire finalement. Et donc là, je vais vous proposer quelques petits ateliers pour essayer de concentrer ces 3 parties-là. Donc pour le pourquoi, pour définir l'objectif, j'ai utilisé quelque chose de très classique qui s'appelle la proposition value. C'est une phrase qui explique clairement ce que votre produit fait et qu'est-ce qui permet d'apporter à vos utilisateurs. Ça paraît tout bête, mais vous prenez 4 ou 5 personnes de votre entreprise, un dev, un designer, une personne du market, une personne du commerce, et vous essayez de construire cette phrase-là. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes priorités, pas tous les mêmes besoins par rapport à notre application. Et le fait de se recentrer autour de ça, du pourquoi, ça va être super intéressant pour se donner une guideline et pour déterminer vraiment qu'est-ce que l'on veut faire et pour éviter d'avoir ces tâches qui viennent se rajouter supplémentaires à notre produit, mais qui ne correspondent pas à notre vision stratégique. Vous avez aussi d'autres outils. Vous avez du coup des business model canvas qui vous permet après de déterminer un petit peu quels sont les éléments clés à mettre en place. Vous avez le fameux SWOT, etc., qui permet de redéfinir bien votre vision stratégique. Ensuite, maintenant qu'on a déterminé notre pourquoi, on va aller sur le comment. Le comment, finalement, c'est qu'est-ce qui va nous permettre d'arriver sur un produit incroyable, c'est quoi qui va nous différencier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc là, je me suis amusée avec un petit outil qui s'appelle le Cover Story. C'est un atelier qui permet de savoir on va essayer de se projeter dans 5 ans en se disant pourquoi les journaux parlent de notre produit. C'est une activité ultra créative, ça c'est clair, et ça permet de rêver du potentiel succès de notre appli et du coup de savoir comment on est arrivé à créer une appli qui a plu et qui a percé le marché. Donc là, moi, je l'ai fait avec mes collègues dans mon ancien travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a déterminé la couverture, on a listé des citations que les utilisateurs pourraient dire sur notre outil, des images, des gros titres. Et du coup, j'ai essayé de recréer ça, vous le voyez, sous forme de… Bon, là, c'était vraiment pour la présentation, mais ce qui est intéressant, c'était de savoir quelles étaient les idées importantes qui sont ressorties pour nous détacher, quels étaient vraiment les accomplissements que faisait le produit, les choses qu'on mettait en avant. OK, une fois qu'on a fait ça, on peut passer au quoi. Le quoi, finalement, c'est de déterminer, finalement, votre produit, à quoi il va ressembler. Quels vont être ses traits, quelles vont être les features principales et comment il va se définir. Bon là, en tant que product owner, je me suis tournée vers quelque chose que l'on connaît assez fortement, c'est les personas. Je me suis dit, OK, un persona. Alors, je sais, c'est un petit peu tarabiscoté, hein, d'accord? Mais on se demande comment faire notre appli. Les personas permettent de donner un visage humain à des cibles utilisateurs.
Je vais essayer de faire un persona pour mon application. Je me suis posé les questions du style, quel est le but? Donc, j'ai remis le pourquoi. J'ai remis un petit peu aussi des utilisateurs qui vont l'utiliser, les freins et les peurs de ces utilisateurs-là, et j'en ai fait un persona que j'ai après affiché complètement dans les bureaux et qui permettait du coup d'avoir cette philosophie-là lorsqu'on développait ou lorsqu'on concevait de nouvelles features. Donc, grâce à ces petits ateliers, on est venu définir l'objectif, le comment, le quoi, et on est venu surtout aligner les équipes vers les éléments de base fondamentales qui vont définir notre projet. Ça paraît bête, mais à chaque fois que vous avez une nouvelle fonctionnalité qui arrive, la question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que ça correspond bien à l'objectif de notre produit? Est-ce que ça correspond bien à ce que l'on souhaitait faire au sein de notre produit? Est-ce que ça correspond bien au comment et aux éléments de distinction qu'on voulait mettre en avant? Si ça ne répond pas à ça, vous avez la solution. C'est une feature qu'il ne faut pas forcément faire de suite, ou en tout cas qu'il faut questionner. Je ne me suis pas arrêtée là. Je me suis dit, ça marche trop bien ce truc parallèle, application, cerveau, là. Pour aller plus loin, il faut trouver d'autres bonnes pratiques qu'on peut, entre guillemets, faire en tant que personne qui a un burn-out. Et donc, je me suis rapprochée voilà, des psychologues qui m'ont dit, une fois que tu as décidé ta page blanche, tu vas venir ajouter les activités que vraiment, vraiment, tu aimes faire et qui sont importantes pour toi. Donc, c'est-à-dire, OK, maintenant que tu as construit ta stratégie, ajoute que les choses qui correspondent à ta stratégie. Et pour cela, j'ai trouvé quelques activités, quelques techniques, on va dire, qui permettent de savoir si vraiment ça correspond un petit peu à ce qu'on imagine. Bon, la première, je pense que vous connaissez, c'est le tri de cartes. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, le nom en anglais, c'est card sorting. Ça a été inventé par des chercheurs en sciences cognitives. Et en psychologie cognitive, il a été utilisé en 1946. Donc, comme quoi, mon idée d'utiliser la psychologie pour c'est pas idiot. Et le principe, en fait, c'est juste de trier, classer, regrouper des fonctionnalités afin que les besoins utilisateurs soient bien compris et qu'on les regroupe sous les mêmes grosses patates, on va dire. Ça permet de structurer, hiérarchiser aussi le contenu et ça permet aussi souvent de venir construire on va dire l'architecture de notre site ou notre appli. Donc le tri de cartes, on peut le faire ouvert ou fermé. Soit on fait un tri de cartes ouvert, c'est-à-dire qu'on pose nos post-it et après on les regroupe nous-mêmes, ou soit on fait un tri de cartes fermé, c'est-à-dire qu'on a déjà les noms des regroupements et on vient juste mettre les cartes dans les regroupements. Donc là, en l'occurrence, je pose mes post-it avec l'ensemble des parties prenantes. Ça peut être des gens du marketing, des devs ou autres. On pose toutes les fonctionnalités, voire même des utilisateurs aussi. C'est intéressant de les faire avec eux. Et après, on essaie de les regrouper. On jette celles qu'on trouve un peu aberrantes et on a nos regroupements fonctionnels. On peut même faire de la priorisation avec un petit peu de dot voting, c'est-à-dire qu'on dit chaque personne a 2-3 voix, 2-3 points, et va venir dire laquelle de ces features est prioritaire. Et comme ça, on aura finalement notre backlog prêt pour les futurs développements. Bon, ça, c'est le tri de cartes. J'imagine que je ne vous ai pas présenté quelque chose de novateur, mais ce qui est intéressant, c'est parce que ça va venir structurer, ça va venir essayer de correspondre aux besoins utilisateurs, et on va essayer à chaque fois, quand on va trier ces cartes, de dire, OK, est-ce que ça correspond bien à notre stratégie? Ça, c'était notre deuxième solution. Troisième solution, issue de la psychologie toujours, c'est un peu bidon, vous allez me dire. C'est que souvent, les psys disent, OK, une fois que vous avez fait ce travail-là, maintenant, vous pouvez dire, OK, vous pouvez y aller, vous pouvez sortir à nouveau, faire votre vie, mais attention, il faut un soutien récurrent par un expert. Il faut que vous veniez me voir toutes les semaines pour me raconter si ça va. Bon. Comment transposer ça dans notre vie projet? C'est compliqué. Moi, je me suis dit qu'un peu nos experts, nos psychologues, ça pourrait être des UX designers. Parce qu'on va dire que les UX sont finalement des psys de notre appli. C'est eux qui sont censés un petit peu raccrocher tous les besoins utilisateurs, qui sont censés les exprimer, les mettre en avant et trouver la bonne solution qui est en accord avec notre produit aussi. Bon, OK, le parallèle, il est compliqué, je sais, mais j'ai essayé et je me suis dit, que font ces psys
en séance, enfin, que font les psys en séance et que font les UX designers? Souvent, ils font des ateliers pour s'assurer que les développements que l'on réalise correspondent bien à l'objectif qu'on s'était fixé, à notre pourquoi. Et donc, je vous ai sorti dans le cadre de ce talk 3 ateliers, enfin 3 éléments que vous pouvez utiliser, vous, rapidement dans vos projets pour essayer de savoir si les fonctionnalités que vous avez imaginées correspondent bien à votre objectif et aux besoins utilisateurs. Le premier, c'est le test des 5 secondes. C'est un test qui est extrêmement simple à réaliser. C'est une méthode en fait, qui permet de recueillir les premières impressions des utilisateurs face à une maquette, face à un écran, face à votre outil directement. Le principe, c'est on montre un écran 5 secondes, puis on le cache après les 5 secondes et on demande à l'utilisateur de le redessiner ou de le commenter. Puis, une nouvelle fois, on le montre 10 secondes et on le recache et on demande à l'utilisateur de le dessiner. Puis, on le fait une troisième fois 15 secondes. Il est incroyable cet atelier parce qu'il ne vous demande rien en termes d'objets, de matériel. Vous pouvez le faire en visio et en plus, vous n'avez pas forcément de compétences fortes en recherche utilisateur à avoir. Et ça permet rapidement d'avoir les impressions des personnes, de comprendre l'objectif et les usages de l'écran et savoir s'il est lisible, si tous les éléments de votre interface sont lisibles et clairs. Je l'ai fait avec d'ailleurs un ancien collègue à moi sur un écran de notre concurrent, pour vous dire. Et ce qui est intéressant, c'est que je lui ai montré l'écran, hop, je l'ai recaché et il a dessiné ceci. Vous pouvez voir, il y a les éléments, il y a les regroupements fonctionnels bien dessinés et il y a la barre de navigation en haut. Ça, c'est clairement les éléments que vous devez retrouver au bout des 5 secondes. C'est savoir si la personne a bien lu l'écran et c'est se repérer rapidement. Ça, si vous ne l'avez pas, ces éléments au bout de 5 secondes, c'est que votre écran nécessite un petit peu d'être retravaillé. Ensuite, on a refait un tour 10 secondes. Là, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous voyez, il a capté le bouton d'action primaire qu'il a vu sur la page, qui était en fait créer une nouvelle ligne, une nouvelle campagne publicitaire dans le cadre de mon test. Et ce bouton, cette action principale, c'est très fort parce que c'est l'élément principal de l'écran, c'est ce que va faire votre utilisateur. Et c'est ce qui doit être revu, enfin, c'est ce qui doit être vu très rapidement dans les 5-10 secondes. S'il n'est pas vu, ça veut dire qu'il est noyé et que du coup, votre écran n'est plus lisible ou en tout cas n'arrive pas à aller au cœur de ce qu'il veut, c'est l'action primaire de l'écran. Si c'est créer une campagne, c'est le bouton créer une campagne. Petite anecdote, on a fait le même atelier avec des écrans à nous à l'époque et le bouton d'action qui permet de lancer ou arrêter une campagne publicitaire, il n'était pas vu au bout de 15 secondes. Donc, vous voyez comment on était mauvais. Et dernière partie, au bout de la troisième fois, là, vous devez être censé voir les regroupements secondaires. Donc là, vous avez vu, il a vu la navigation secondaire avec les tags juste en dessous. Il a pu déterminer les couleurs, important, parce qu'avant, c'était compliqué pour lui de s'en rappeler. Là, il sait qu'il y a énormément de vert qui permettent d'être la couleur primaire. Il a vu qu'il avait un tableau avec plusieurs éléments de filtre. Et il a vu aussi... qu'est-ce qu'il a vu d'autre? Il a revu en haut la navigation un peu plus en détail. Donc, nickel, on va dire que cet écran est bien conçu parce qu'en 3 passages, il a réussi à savoir les regroupements, les boutons d'action primordiaux, et voir à la fin, il a même réussi à trouver les petits boutons d'action secondaires. Donc, votre test des 5 secondes, comme je vous le disais, il est extrêmement pratique et extrêmement utile quand vous voulez tester un écran et sa lisibilité et s'assurer que du coup, il n'y a pas de surcharge à avoir sur cet écran et que tout est lisible. Vous avez une autre possibilité aussi, c'est de faire des tests utilisateurs. Alors, en recherche, on appelle ça des UUT, Unmoderated Unmoderated User Test. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez votre utilisateur face à un écran, vous lui donnez un brief papier et vous le laissez. Comme cette magnifique ménagère qui est présente devant son écran, qui dit « Qu'est-ce que… Ah, uploader, mais c'est quoi encore ? Ben, on ne peut pas la fermer. Mais c'est quoi ? Ça bug ou quoi ?» Et on a l'équipe projet qui dit « Bon, ben, finalement, on n'a pas passé le test et il va falloir refaire l'UX. » En fait, les tests utilisateurs, les UUT, comme je vous les appelais, c'est très simple aussi à mettre en place et c'est super cool parce que vous allez pouvoir donner un brief à une personne. Achète tel objet, mets-le dans le panier, va dans le panier et choisis tel mode de livraison.
vous lui donnez un brief très clair, vous la laissez derrière et vous essayez de regarder ses déplacements de souris, tout ce qu'elle va dégager comme parole, comme expression du corps. Et vous allez essayer de voir en combien de temps aussi elle arrive à faire l'intégralité de votre scénario. Souvent, on fait ça avec des scénarios qui sont des scénarios classiques et emblématiques de votre application. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de point de frustration, alléluia, vous êtes incroyable. Si vous avez beaucoup de points de frustration et que vous remarquez qu'elle clique à des mauvais endroits, qu'elle s'embourbe dans une fonctionnalité qui l'amène ailleurs, ça, c'est que du coup, potentiellement, votre application est en surcharge. Parce qu'on estime que faire un scénario très classique, qui est un peu votre scénario de 80% des utilisateurs le font, s'ils n'arrivent pas à le faire tout seul sans aide, c'est que c'est loupé. Donc ça, moi, comme je le fais, c'est que j'essaie d'enregistrer sous format vidéo et audio. Bien sûr, il faut avoir un consentement de la personne, hein, donc n'hésitez pas à faire signer et à bien présenter ça à la personne. Et vous allez avoir beaucoup, beaucoup de surprises si vous allez le faire, ce petit test. Et enfin, ce que je fais à la sortie de ce UUT, c'est que je fais une complétion de phrase sur l'outil. Rapidement, c'est un petit questionnaire que je donne un peu tranquillement à la fin et je lui demande quelques mots qui permettraient de compléter ces phrases. Genre, utiliser l'outil, c'est restreint, sympa, machin. Les fonctionnalités de l'outil sont l'outil n'est pas adapté pour et je laisse la personne écrire. Ça, souvent, ça me permet de faire un nuage de mots qu'ensuite, je permets aussi de confronter avec tous mes panels utilisateurs et je vois un petit peu les mots qui ressortent de mon outil. Et je peux faire du versionning, c'est-à-dire que voilà mon nuage de mots du mois de janvier, voici mon nuage de mots du mois de, allez, je dis n'importe quoi, mars, après avoir fait des itérations. Et on peut voir rapidement s'il y a eu des émotions ou des éléments qui ont changé. Et enfin, si vous avez un peu trop la flemme de faire tout ça, de faire ces analyses, ou encore que, bref, faire des tests d'utilisabilité comme ça vous paraît un petit peu lourd. Vous avez ce qu'on appelle en UX les SUS ou les DIP, qui sont des questionnaires qui sont en fait des échelles d'utilisabilité. C'est incroyable, c'est vraiment un questionnaire alors pour le SUS, c'est 10 questions, le DIP, il est un peu plus costaud, c'est 20 questions, mais en fait, ça vous permet rapidement, en quelques questions, de savoir, d'avoir un score, et ce score vous permet de savoir si oui ou non votre outil est utilisable et a été bien perçu par notre utilisateur. Je vous ai laissé de la doc en dessous un PDF qui explique tout, donc n'hésitez pas à aller le voir. Enfin, ça y est, c'est fini, étape 3, notre expert, il nous a accompagnés, il nous a donné des tips, notre application, ça y est, elle est un peu plus, elle est un peu moins surchargée, à chaque nouvelle fonctionnalité, on fait des petits tests UX, ok, on est pas mal. Du coup, c'est le moment où normalement, côté psy, le psychologue vous dit, c'est bon, pas besoin de se voir, faites attention aux surcharges futures de votre cerveau, restez vigilant, de manière constante. Hein, dès que vous avez des émotions, essayez de les capter et de comprendre ce qui se passe. Et au pire, vous revenez me voir. Bon, encore un truc où si je le transpose auprès d'un humain, bon, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je me suis dit qu'il fallait qu'on soit proactif. Parce qu'en effet, on parle de vigilance, on parle d'éviter toute surcharge future. Du coup, je me suis dit qu'on pourrait peut-être mettre en place des alertings automatiques grâce à des outils. Et en l'occurrence, j'ai pensé aux outils d'analytics. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Je vais parler des deux plus grands un peu du marché que moi j'apprécie, qui est Web Analytics Tool de Google Analytics et Hotjar, qui permet de faire des heatmaps. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, sur Google Analytics, je vous en parle très rapidement, mais je pense que vous connaissez. Vous pouvez avoir des informations qui sont assez cool, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs sur un temps donné, d'avoir aussi le temps de session. Est-ce que l'utilisateur a tendance à rester un peu plus ou un peu moins sur vos écrans? Ça, c'est extrêmement révélateur. Vous pouvez avoir ce genre de métriques. Et sinon, vous pouvez avoir, grâce au heatmap, donc aux cartes de chaleur, si je traduis, des zones sur votre outil qui ont été les plus consultées. Et normalement, bien sûr, il faut que ça soit lié à vos boutons, à vos actions primaires. Ça, on le fait surtout sur les sites vitrines ou sur les premières pages de vos outils. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir en effet si ces boutons ils sont retrouvés ou si la personne a bien scrollé et bien vu toute la page, s'il y a du contenu en dessous intéressant. Petite anecdote, j'étais dans un incubateur de start-up à Montpellier et une des startups me dit « Estelle, notre site vitrine, les gens viennent, ça c'est bien,
Mais par contre, derrière, il ne scrolle pas, il ne voit rien. J'ai dit, mince, c'est bizarre, montre-moi ton site. Et j'avais remarqué qu'en fait, au-dessus de sa ligne de flottaison, vous savez, les lignes de flottaison, c'est ce que l'on voit à l'écran. En dessous, c'est ce que l'on ne voit pas, on est obligé de scroller. Juste en dessous de sa ligne de flottaison, il y avait tous les partenaires avec qui la start-up avait pu travailler. Des gros noms, bien sûr, du coup, qui donnaient de la légitimité. Et j'ai dit, attends, avec Leadmap, je voyais que la personne restait vraiment en haut de la page et n'avait aucune envie de scroller. Donc, j'ai dit, remonte cette partie-là au-dessus et montre qu'il y a possibilité de scroller, mais de l'affordance, montre qu'il y a du contenu en dessous. Et bien, vous savez quoi? Les personnes sont restées sur le site et ont consulté d'autres pages. Il y a eu plus de, je crois, 50% de personnes qui ont continué sur le site après qu'on ait fait cette simple modification. Donc, pour une startup qui vient de se créer, c'est quand même énorme. Ça veut dire que du coup, le produit adhère et qu'on a un peu plus d'engagement de l'utilisateur. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir ce genre d'outils chez vous pour ces analyses constantes et à vous mettre un petit peu des indicateurs. Et quand vous voyez que l'indicateur baisse ou que vous avez peu de consultation d'une fonctionnalité, par exemple, là c'est le cas chez Pix, on a une fonctionnalité chez nous qu'on a développée l'année dernière, elle est très peu utilisée, on se rend compte que finalement, là on a surchargé notre outil pour rien, parce que la preuve, ça n'apporte pas de valeur. Il y a deux options. C'est je vais refaire des tests utilisateurs avec l'aide de mes UX designers, mais aussi je vais reprendre le besoin pour m'assurer que je suis toujours dans mon objectif de mon produit. Voilà. Et ça, je l'ai su grâce à des outils comme ceci. Donc voilà, ça y est, je vous ai démontré un petit peu toutes les palettes, toutes mes recherches, toutes ces années, non je rigole, mais toutes ces heures de recherche liées à la surcharge. Donc quel bilan on peut faire? Moi, je me suis dit que du coup, les 4 points que je vous ai présentés, je les brandais en mode c'est les 4 piliers de la simplification. Vous l'avez vu, on a fait une partie d'analyse sur quelles sont nos valeurs, se recentrer sur le produit, ce genre de choses. On a généré après des idées, on a fait un choix, on est venu trier, récupérer des choses. Ensuite, on s'est dit, oula, il faut faire attention, il faut faire venir un UX designer pour nous aider peut-être être conscient de ce qu'on fait, est-ce que ça va plaire. Donc là, on est rentré dans une partie un peu plus prototypage, test. Et enfin, on est venu essayer d'avoir un feedback un petit peu continu pour éviter toute surcharge future. Ok. Bon, ils ont vraiment, moi je trouve qu'ils ont de la gueule, nos piliers de la simplification. Et ça m'a fait penser un petit peu à côté design, ce qu'on peut mettre en place lorsqu'on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le design thinking. Je pense que vous avez dû en entendre parler. Ça peut être fait en 3, 5 ou 7 étapes. Mais surtout, ce que ça permet de conduire efficacement l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Au début, il y a une phase vraiment d'identification des besoins utilisateurs. Ensuite, il y a une phase d'idéation, donc de génération d'idées. Et après, il y a vraiment du test. Ce que je peux vous dire pour moi, c'est que si vous voulez éviter toute surcharge, il vous faut vous armer de toutes ces approches, de toutes ces méthodes. Il faut mettre en place ces mécanismes pour que toutes les fonctionnalités rentrent dans l'objectif que vous êtes fixé de votre produit. Et si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à les supprimer. En tout cas, j'espère que tous ces mécanismes-là vont vous permettre d'éviter toute surcharge featurale future. Merci beaucoup, j'ai été un peu rapide, mais est-ce que vous avez des questions? Merci Estelle. Pardon. Merci Estelle.